Alors Philippe Le Gonidec, je disais que vous étiez consultant international en stratégie multimédia, vous avez créé une petite société, enfin je dis petite société après tout, elle a peut-être grandi, qui s'appelle SOS 21. Et vous m'avez dit, avant que nous préparions cette table ronde, que vous vous attacheriez à deux aspects principaux des nouvelles technologies. La première, c'est vous allez vous poser la question et nous poser la question, mais qu'est-ce que tout cela nous apporte vraiment ? Quelle nouvelle vie allons-nous mener avec ces nouvelles technologies ? On a déjà senti un peu des choses à la table ronde précédente. Et vous allez nous interroger, vous interroger sur quelque chose que nous n'avons peut-être pas encore abordé ou alors de façon très ténue, l'usage que nous pourrions faire des univers virtuels. C'est une interrogation que vous avez et il faudra expliquer ce que sont ces univers virtuels, d'autant plus que vous pensez qu'ils pourraient faire évoluer notre façon inconsciente de penser la société, de nous penser nous-mêmes, dans la mesure où on pourrait se mettre à partager simultanément avec d'autres. Alors, est-ce une vie ou un simulacre de vie ? C'est vrai que déjà, nous avons vu dans la présentation de M. Packel des avatars. C'est très surprenant, non ? Faire soigner son avatar, moi ça me dérange, mais peut-être que je n'ai pas tout compris. Vous avez écrit, vous êtes co-auteur de ce livre « Fabriquer le futur », c'est bien ça ? Vous avez participé un petit peu, l'imaginaire au service de l'innovation aux éditions Village Mondial. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous posez cette question, et je suis sûre que déjà, certains d'entre vous se la sont posée, peut-être confusément, et vous la dites ainsi. Est-ce que l'enjeu de demain, ça ne va pas devenir la déconnexion ? Comment se déconnecter pour se redonner du temps à soi ? Alors, allez-y. Merci. Bonjour. Donc, ce que je voudrais auparavant vous expliquer, c'est que il ne faut pas avoir peur de regarder avec brutalité le monde qui est en train de se construire devant nous. Il me semble tout à fait fondamental de pouvoir vous expliquer un petit peu tous ces éléments. Ce que je voudrais également, c'est ne pas chercher à vous convaincre. Je n'ai nullement besoin de cela, mais simplement vous montrer, vous poser les choses les unes après les autres sur ce qui est en train de se passer au niveau des nouvelles technologies. Je démarre juste un petit timer pour être sûr de ne pas dépasser au niveau du temps. Donc mes propos vont tenir en deux parties. La première va consister à vous expliquer un petit peu les éléments principaux, majeurs, de ce qu'on appelle la déferlante numérique aujourd'hui, avec le contexte général dans lequel nous sommes, les avancées qui sont en train d'arriver, et surtout les grands changements qui s'opèrent les uns à côté des autres, et surtout les uns par-dessus les autres, puisque vous allez constater que l'état de numérisation et de digitalisation du monde est déjà extrêmement avancé, et ça se voit aujourd'hui. La deuxième partie de mon propos va effectivement se poser sur la compréhension et l'utilisation des univers numériques. Donc, qu'est-ce que l'on peut en faire aujourd'hui ? Et surtout, quels sont les avantages et les enjeux qui se trament derrière ? Alors, en ce qui concerne cette déferlante numérique, le premier élément qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que nous vivons un changement de civilisation absolument spectaculaire aujourd'hui. Et quand je dis spectaculaire, je peux reprendre une petite phrase d'un philosophe qui s'appelle Paul Virilio qui dit que donc il s'agit peut-être d'un grand pas pour l'homme, mais s'agirait-il d'un grand pas également pour l'inhumanité ? Donc la question, je pense, à un moment va se poser très prochainement. Deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, sur tout ce qui est nouvelles technologies, il y a très peu de règles. Donc vous avez entendu parler il y a peu de temps de Wikileaks, de tous les dérives qu'il y a autour de cela. C'est encore une des avancées terribles qui se passent aujourd'hui. Alors c'est terrible pour certains, c'est extrêmement avantageux pour d'autres, mais en tous les cas, la question se pose autour de cela. Donc pas ou peu de règles, on le constate également aujourd'hui. Troisième élément qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui nous sommes sur des chiffres absolument vertigineux. Juste un petit repère, l'été dernier, la société Ericsson vient de nous annoncer qu'il y avait aujourd'hui plus de 5 milliards de téléphones mobiles à l'échelle du monde. Donc ça signifie que, purement statistiquement, nous sommes sur une couverture de la totalité, quasi-totalité de la population mondiale, purement statistiquement, là-dessus.
Voilà. Et puis, ce qu'il faut également comprendre dans les technologies aujourd'hui nouvelles, c'est qu'il y a 4 étapes majeures. La première étape a été dans les années 90-95, nous étions en train de chercher à nous équiper, nous prenions des modems, nous prenions des lignes Internet, etc. Voilà, tout le monde cherchait à s'équiper. Deuxième grande étape, c'est celle des contenus. Donc entre 95 et 2000, on a vu beaucoup de portails Internet arriver, etc. Et puis petit à petit, nous avions de plus en plus de médias qui se mettaient en ligne. Troisième grande étape est celle des réseaux sociaux, c'est-à-dire que toutes les entités numériques entre elles commençaient à échanger. Et la quatrième et dernière grande étape qui est aujourd'hui en train de sceller toutes celles-là, c'est celle des univers virtuels. Je vais en parler juste après. Alors, ce que l'on peut également retenir de cela, du contexte général, nous sommes dans une notion d'abolition des distances, c'est-à-dire que on est aujourd'hui proche de ce qui est loin, mais nous pouvons aussi être loin de ce qui est proche, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas forcément son voisin de palier, alors que nous échangeons avec des gens qui sont à des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres de notre domicile. Et puis, ce qu'il faut comprendre également de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, le virtuel habille le réel. Alors, je fais juste une petite pause de 2 secondes là-dessus, parce que je vais vous en parler juste après, au travers d'une vidéo, comme ça ce sera bien plus parlant. Ce qu'il faut également retenir, c'est que nous sommes dans une notion de confusion du réel et du virtuel de plus en plus prégnante, et qui fait qu'aujourd'hui, on commence à mélanger un petit peu ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Encore une fois, je vais revenir au travers de la vidéo que je vais vous présenter juste après. Autre élément important, toujours dans le contexte général, nous sommes dans une notion de simultanéité des actions. Alors ça pose un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, les actions, les technologies, les savoirs, les connaissances se rajoutent les unes par-dessus les autres à l'infini. À la différence d'il y a quelques dizaines d'années, nous étions dans une simultanéité, nous sommes aujourd'hui dans une simultanéité, nous étions dans une successivité auparavant, et ça c'est un phénomène qui nous amène dans une incapacité de lire le monde, et qui est de plus en plus aujourd'hui complexe. Élément important, dimension quantitative, on parle de volume d'informations, et nous parlons aujourd'hui à des millions d'individus de manière personnalisée par ces nouvelles technologies. Le bain médiatique permanent, juste 3 ou 4 chiffres. Dans une vie de 80 ans, aujourd'hui, une enquête de l'UNAF, Union nationale des associations familiales, nous a expliqué que nous passons 27 ans à dormir, 3 ans en formation professionnelle, 8 ans en activité professionnelle, 42 ans en activité personnelle, dont, sur les 42 ans, 12 ans devant la télévision. Devant ces 12 ans devant la télévision, viennent maintenant s'ajouter entre 3 et 5 ans devant Internet. Voilà. Ces chiffres nous expliquent un petit peu le bain médiatique dans lequel nous sommes et sur lequel la lisibilité du monde n'est pas forcément ce qui vient de manière évidente. Une mutation informationnelle importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'information n'a plus de centre. Elle est complètement polycentrique. Sa circonférence est nulle part, elle s'installe partout, elle se distribue partout, et l'événement majeur auquel nous assistons aujourd'hui en direct, c'est une fois encore Wikileaks. Regardez bien ce qui s'est passé. Il y a 3 semaines, peu de gens le connaissaient, bon, ils existent quand même depuis déjà pas mal de temps, mais peu de gens le connaissaient, et aujourd'hui, nous venons d'assister à un renversement total du mode de l'information, puisque on amène le soupçon de manière évidente dans l'information, ce qui n'existait auparavant pas encore. Philippe, soyez un tantinet plus pédagogique. Je ne suis pas absolument sûr que tout le monde sache tout à fait ce qu'est Wikileaks. Pour être... est-ce qu'on peut juste faire lever la main ceux qui ont entendu parler de Wikileaks, tout simplement ? Si. Je crois que la majorité l'emporte. La majorité l'emporte, mais il y a encore une minorité. Tenez compte des minorités. Pour vous expliquer en 15 secondes ce qu'est Wikileaks, c'est un collectif de journalistes qui ont décidé de tout faire pour sortir de l'information du domaine du secret et de la mettre à disposition du grand public. En gros, voilà de quoi il s'agit. Et il y a quelques personnages médiatiques assez connus qui maintenant se mettent derrière, et surtout des journalistes dans de grandes rédactions au niveau international qui aujourd'hui mettent en place des actions pour diffuser cette information. Je pense que c'est à peu près pédagogique. J'ai essayé d'être très court sur le domaine. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'au niveau de la convergence des médias, aujourd'hui, les tuyaux
que nous avons dans nos domiciles, dans notre travail, véhiculent de l'information, de la vidéo, des sons, des textes. Et puis tout passe par également les mêmes outils. C'est-à-dire on va se retrouver avec un téléphone, un iPhone, un iPad, un ordinateur, la voiture, etc. Et tous ces outils donc convergent vers les mêmes destinées en fait. Autre élément important, la viscosité, enfin ce que j'appelle la viscosité des technologies, c'est que les technologies s'imbriquent les unes par-dessus les autres, avec aujourd'hui le fait que une technologie qui est apportée dans la poche va accompagner une technologie qui va aujourd'hui arriver dans nos véhicules, dans nos voitures. Et puis surtout, autre élément à comprendre, nous arrivons sur de nouveaux territoires. C'est-à-dire que le haut débit dans les entreprises va amener petit à petit le salarié à pouvoir travailler depuis son domicile. Donc du coup, la composition des territoires que l'on connaît aujourd'hui par la composition classique liée aux infrastructures de transport, c'est-à-dire avec les routes, les trains, etc., va faire que les nouveaux territoires auxquels nous assistons aujourd'hui sont des territoires d'organisation entre intérêts, des communautés d'intérêts, des communautés de travailleurs. J'ai une PME, effectivement, mais je travaille depuis la Bretagne avec des salariés, des gens avec qui je travaille, qui sont sur Marseille, sur Paris, etc. Je suis une entreprise sans mur. Voilà, aujourd'hui, ça existe de plus en plus. Et puis, l'écran est le monde, c'est-à-dire que toute l'information que nous connaissons aujourd'hui passe au travers des écrans. Connexion permanente, l'enjeu est peut-être, effectivement, là je suis encore connecté ici, mais je l'ai coupé, de pouvoir un peu, petit à petit, se déconnecter. Et puis, analphabète de l'image, nous apprenons aujourd'hui, petit à petit, à utiliser l'image. Alors, la déferlante numérique, je la découpe en 3 éléments. Le premier élément est un élément de l'immédiat. Dans l'immédiat, nous avons aujourd'hui la transmission virale, c'est-à-dire qu'on transmet de plus en plus d'informations d'un poste vers l'autre, et tout le monde le fait aujourd'hui avec Internet, entre autres. L'innovation ascendante, ce qu'il faut comprendre également, toujours en termes d'immédiat, c'est que le public, l'usager, aujourd'hui, diffuse de plus en plus d'informations en ce qui concerne son propre besoin. Qui aurait dit il y a 10 ans que le SMS allait exploser comme il l'a fait? Vous savez, nous avions déjà Internet en 2000, eh bien le SMS a explosé parce que c'est le public qui a décidé d'utiliser SMS. Voilà, entre autres. Donc l'innovation ascendante, c'est le public qui détermine un petit peu son utilisation. Intergénérationnel, c'est très simple, ça concerne toutes les générations auxquelles nous assistons. Et puis des technologies qui dictent des habitudes, petit à petit, nous avons le réflexe d'avoir le téléphone dans la main, l'oreillette sur le corps, etc., etc. Voilà, donc ça, nous y arrivons aujourd'hui. Élément important, nous passons de la situation de consommateur d'informations à producteur d'informations. Les blogs, en général, nous amènent ces informations-là. Élément et changement à court terme. Ce qu'il faut comprendre, le renforcement de l'individualisme. On communique et on échange avec des individus de manière individuelle aujourd'hui, de manière exponentielle. Hypertrophie de la surveillance. Tout ce que vous faites sur Internet est visible et intelligible et surtout repérable. Dans certains cas, c'est tout à fait positif, bien évidemment. Le nouveau référent dans l'éducation, c'est Internet qui est arrivé, bien évidemment. Avant, il y avait les parents, l'école. Maintenant, il y a aussi Internet. Et puis l'infiniment complexe, les sciences de la complexité qui arrivent dans la lecture d'Internet avec une économie des savoirs. Enfin, je vous épargne les détails parce que je vais essayer d'arriver surtout à une petite vidéo que je vais vous montrer au niveau des univers virtuels et je regarde le temps qui défile. Ça passe extrêmement vite. Les enjeux de long terme font que nous arrivons petit à petit à une multiplicité des identités, c'est-à-dire que nous avons capacité à avoir plusieurs identités, une identité Facebook, une identité dans des blogs, une identité sur un téléphone, etc. La multiplicité des identités va être un enjeu phénoménal qui va arriver dans quelques années. Une marchandisation accélérée, tout l'univers cognitif, tout l'univers des savoirs dans lesquels nous sommes se marchandise bien évidemment de plus en plus, puisque le secteur du privé s'est emparé d'Internet il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que tout branchement devient une composante du réseau. Et nous-mêmes, nous devenons une véritable composante du réseau. Maintenant, la question à se poser, c'est s'agit-il d'une déréalisation du monde, comme l'évoque également Paul Virilio, de qui nous parlions hier avec Dominique Leglu. En tous les cas, la question se pose. Le champ des possibles, c'est la deuxième partie de mon intervention. Le futur et les outils du net. Alors j'ai mis Google à cet endroit parce que Google est ce qui nous accompagne et nous surveille sur 75% de nos requêtes au niveau de l'Internet. S'agit-il d'un plus ou d'un moins? La question se posera après. Internet, un réseau tentaculaire. Alors je ne sais pas si la carte va se voir, mais vous voyez ici un monde hyper connecté. C'est une simple représentation graphique de chacun des points. Chacun des points est un serveur qui contient des dizaines, voire des centaines de milliers de pages. C'est une des composantes de l'Internet par le web. Mais il y en a d'autres.
Il n'y a pas que le web sur Internet, il y a tout un tas de serveurs qui vont échanger entre eux. Autre élément qu'il faut comprendre, sur Internet, nous avons 2 minutes, je vais essayer de le faire en 3 maximum, parce que je vais découper un petit peu l'information. Donc nous avons des médias qui nous permettent de nous exprimer, de créer du réseau, etc., des plateformes sociales, du jeu, du partage. Et puis aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des équipements, les équipements sont de plus en plus petits, puisque aujourd'hui, nous venons de sortir, il y a moins d'1 an, un transistor qui fait 7 atomes de large. Vous vous rendez compte? Ça signifie qu'ils vont aller 100 fois plus vite que nos processeurs. Ils rassembleront toutes les fonctions dans les années qui vont venir, les outils seront mobiles et surtout seront communicants. Alors vers quel monde allons-nous? Et là, je vais vous montrer une petite vidéo très courte. Intelligence ambiante, c'est l'endroit où nous nous trouvons avec des outils qui nous permettent de communiquer. Et surtout, ce que je voudrais évoquer, c'est la petite vidéo que je vais vous montrer qui va durer 2 minutes. Voilà, si la régie veut bien la lancer. C'est juste pour vous montrer que la réalité augmentée, c'est demain matin, ça arrive. Je crois que nous ne voyons pas la vidéo sur scène. Voilà, merci. Alors pour vous expliquer un petit peu, si on peut baisser le son un tout petit peu de la vidéo, voilà. Ce que vous voyez devant votre écran, c'est le type de projet sur lequel nous travaillons actuellement dans différents territoires. Ça, c'est un projet qui est fait actuellement au Japon. On peut baisser le son de la vidéo, s'il vous plaît, un tout petit peu? Merci. En fait, le principe, c'est que vous arrivez avec un petit outil et vous allez représenter le monde réel dans lequel vous êtes avec une couche de virtuel. C'est-à-dire que vous rajoutez sur la réalité des éléments qui n'existent pas. Vous placez des marqueurs dans le monde réel et en positionnant votre téléphone comme ceci à un endroit précis, va se rajouter dans le virtuel des images. Voilà. Ça, ce sont des projets qui existent aujourd'hui de plus en plus. Et ces jeux-là, on peut peut-être couper la vidéo maintenant, parce que ça pourrait durer un petit peu longtemps. Mais si on peut couper la vidéo, s'il vous plaît. Non, on ne m'entend pas à la régie, c'est pas bien grave. Mais c'est juste pour vous expliquer, merci, c'est juste pour vous expliquer que ce type d'innovation arrive dès demain matin dans vos téléphones, dans vos écrans, et on sait que ça va amener beaucoup de transformations auprès de l'usager demain. Le corps augmenté, ça va arriver aussi très vite. Alors je vous passe les détails, les nanotechnologies, j'en ai parlé avec entre autres les puces qui vont arriver. Les univers virtuels, je raccourcis aussi parce que c'est vrai que nous pourrions aller très très loin là-dessus et nous le ferons après. Ce qu'il faut voir, c'est que les univers virtuels vont nous permettre de redéfinir nos catégories mentales et de représenter le monde dans d'autres dimensions et vont surtout rassembler toutes les technologies qui vont arriver demain. Alors par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que 2 questions majeures vont se poser. La liberté individuelle va-t-elle être atteinte par les nouvelles technologies? La question va se poser. Et l'ordre marchand, quelle place va-t-il prendre dans tout cela, etc. Les enjeux demain, vers quelle société allons-nous et qu'allons-nous accepter en termes de société? Nous ne le savons pas encore. Qui va prendre le dessus? Le média, l'individu, nous ne le savons pas. Nos identités vont s'adapter de plus en plus. Et puis quel partage au niveau des ressources, etc. Je vous épargne les détails parce que nous pourrions peut-être en parler après. Des mutations importantes. Ce par quoi je voudrais surtout terminer, c'est que aujourd'hui, nous allons vers quelques questions que je poserai tout à l'heure, au niveau de la liberté notamment. Qu'il n'y a pas d'acquis sans perte, ça c'est aussi une petite phrase de Paul Virilio, décidément j'en ai 2 ou 3. Sommes-nous capables d'accepter ou de refuser ce réel? La question, ce réel et ce virtuel, c'est surtout nous qui allons en décider. Voilà. Et puis surtout pour terminer, je voudrais poser 2 petits éléments et qui vont amener, je pense, la libre parole à Gilles Béraud qui est à ma droite, qui est entre autres président du comité 21. C'est que nos nouvelles technologies nous amènent aussi vers ceci. Voilà. Aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de pollution. Non seulement ce mode de pollution que vous voyez devant moi, avec de la pollution au niveau des matériaux, mais aussi de la pollution au niveau des ondes qui nous habillent aujourd'hui également dans cette salle. Voilà, je vous remercie.